Bonjour les amis, un petit message à l'approche de Noël pour illuminer justement votre sapin. Alors si vous êtes à la recherche d'un cadeau original et porteur de joie, d'éveil et de cheminement pour ceux que vous aimez, alors je vous propose peut-être d'offrir l'un de mes oracles. J'en ai déjà publié 3, l'oracle de la métamorphose, l'oracle du scarabée d'or et mon tout petit dernier, l'oracle de l'être infini. Je les porte tous vraiment dans mon cœur. Ils sont magnifiquement illustrés par l'artiste et ami Izumi Idoya. Ils vous aideront à entamer un voyage intérieur intuitif, cheminer peut-être pour déployer vos ailes. Alors ces 3 oracles sont publiés aux éditions Erol et sont disponibles chez votre libraire préféré ou en ligne. Et je vous souhaite évidemment de très très belles fêtes de fin d'année. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Alors, mon invité d'aujourd'hui est journaliste d'investigation et auteur de best-seller, Le Test, où il relate l'expérience qu'il a faite après le décès de son papa, et le deuxième livre, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, où il reconnecte avec une vie antérieure de SS, pour les deux plus récents. Il a fondé l'INRES, qui est l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et ces années de recherche l'ont conduit à devoir admettre que la vie après la mort est une hypothèse scientifique rationnelle, basée sur des faits et non des croyances. Et justement, dans son nouveau livre « Après », il nous propose de découvrir des témoignages de personnes qui disent faire l'expérience de formes diverses de communication spontanée après la mort d'un proche. Alors je suis ravie d'accueillir Stéphane Alix dans Métamorphose pour un nouveau podcast qui éveille la conscience. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne. Dans ton livre, tu affirmes qu'en France, plus d'un quart des personnes en deuil, ça fait environ, tu dis 200 000 personnes, disent faire l'expérience de formes diverses de communication spontanée après la mort d'un proche à travers des signes, des apparitions, divers messages, et qu'il ne s'agit pas d'anecdotes, mais d'une réalité quotidienne vécue. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, ce sont toutes ces expériences qui se produisent dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent le décès de quelqu'un, et que vivent des proches, une épouse qui a perdu son mari ou qui a perdu un enfant, une personne qui a perdu ses parents. C'est des expériences qui sont très très larges en fait. Le spectre est assez étendu. Ça peut aller jusqu'à des apparitions qu'on va qualifier de fantômes, c'est-à-dire l'apparition de l'être décédé. J'ai envie de dire presque en chair et en os devant soi en pleine journée alors qu'on est complètement réveillé. Ça, ce sont des expériences qui se produisent, qui sont plus rares qu'on l'imagine, mais qui sont quand même fréquentes pour un certain nombre de personnes en deuil. Et puis, il y a des expériences de l'ordre plus de la sensation subtile, fragile, évanescente, l'impression que la personne est présente dans la pièce ou qu'elle se couche dans le lit à nos côtés le soir alors qu'on vient d'éteindre la lumière, ou l'impression d'avoir une main qui se pose sur son épaule, une sensation tactile de présence. Il peut y avoir les rêves aussi, des rêves qui quand on se réveille le matin, nous laissent un arrière-goût très très différent des rêves que l'on fait habituellement et qui cette fois ont impliqué un défunt. On n'a pas l'impression d'avoir fait une sorte de rêve confus, parcellaire et brouillon. On a l'impression d'avoir fait une vraie rencontre. Alors ce qui caractérise l'ensemble de ces expériences, c'est qu'elles sont subjectives, c'est-à-dire qu'elles sont pas partageables et elles sont rarement partagées. C'est-à-dire rarement plusieurs personnes vont avoir la même perception d'un défunt au même moment. Il arrive souvent que dans un couple, par exemple, soit la femme, soit le mari soit témoin d'une expérience de cette nature, mais pas le conjoint. Donc tout ça crée un doute parfaitement légitime. Est-ce que ces expériences en fait sont pas dans la tête des gens, sont pas une forme d'imagination, voire d'hallucination? Et c'est un peu l'angle par lequel je les ai abordées il y a des années, parce qu'en fait ces expériences-là, j'en ai entendu parler depuis de très nombreuses années, bien avant même de m'intéresser à ces sujets-là, bien avant de perdre mon frère en 2001, ce qui a déclenché pour moi un intérêt sur les questions de la conscience. J'en avais entendu parler même avant, notamment après la mort de mon producteur, qui était un ami proche qui s'est tué en voiture il y a de cela près de 20 ans. Et quelques jours après son décès, en fait, sa compagne a fait une petite réunion d'amis chez eux. Et très gêné, à un moment de la soirée, il est venu me voir en me disant « Écoute, il faut que je te raconte un truc bizarre qui m'est arrivé hier soir. » Denis, le producteur s'appelait Denis. J'ai l'impression que Denis est venu me voir dans la nuit.
dans la chambre. Je m'étais allongé dans le lit. C'était la première fois que je retrouvais notre lit après son décès. Je me suis allongé et j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'allongeait à mes côtés. J'ai senti le poids d'un corps sur le matelas se creuser. Et je voyais dans les regards de cette amie que elle s'était elle-même posé toutes les questions rationnelles qu'on se poserait. Est-ce que c'est pas dans ma tête? Est-ce que c'est pas moi qui invente, etc. J'ai tellement de douleur et de tristesse. Et je voyais dans son regard qu'elle s'était posé ces questions et que c'était pas ça. C'était autre chose. Elle était elle-même troublée et profondément confrontée au mystère, en fait. Mais à l'époque, voilà, moi, j'étais pas spécialement ni formé, ni ouvert, ni intéressé par ces questions-là. Donc, par respect, je l'ai écouté, et puis j'ai pas remis en question ce qu'elle me disait. Mais voilà, c'est entré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Ouais. Et en fait, après avoir commencé à m'intéresser plus sérieusement à la conscience, j'ai découvert que les expériences qu'avait vécues cette amie étaient très, 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 très loin d'être uniques. Oui, alors c'est vrai que pourquoi je me pose aussi la question, pourquoi cette espèce de fascination que tu as pour l'après-vie, l'invisible, ou on pourrait dire même la mort, pourquoi vouloir finalement percer ce mystère? Est-ce que effectivement dans ton parcours, il y a eu des décès prématurés autour de toi? Tu parles de ton frère et puis cet ami, c'est probablement d'autres. Qu'est-ce qui te donne envie en fait d'investiguer sur ce champ-là? Parce que sur le champ de la conscience, il y a d'autres champs finalement d'investigation. Oui, mais c'est évident. Ben, la mort est effectivement un sujet qui m'obsède depuis presque l'enfance. J'ai trouvé plusieurs sources de réponses, mais la plus évidente, c'est celle de la mort de mon frère, qui s'est tué devant moi dans un accident de voiture en 2001 en Afghanistan. Il venait d'avoir 30 ans, moi j'avais 33 ans. Le fait de vivre ce drame et voilà, de traverser ça dans notre famille a rendu, comment dire, complètement impératif de trouver des réponses à des questions existentielles que je me posais jusqu'à présent, comme sans doute beaucoup de gens se posent. Mais après tout, avec la sortie de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, dans la vie active, bah, ces questions existentielles, on les remise un peu sur le côté, et puis on les oublie, et puis voilà, on vit, il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'insère dans notre société, dans notre vie. Oui, qu'on trouve sa place, ouais. Voilà, qu'on trouve sa place. Et ces questions-là, parfois, on se les pose plus. Et moi, à 33 ans, bah, elles étaient déjà assez brûlantes en moi. Là, tout d'un coup, en ramassant le cadavre de mon frère, en le ramenant à mes parents, devant vivre avec ce décès dans ma famille, bah, cette question existentielle, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait là? Quel est le sens de cette existence? Est devenue... je pouvais plus faire demi-tour. Je pouvais plus le remiser de côté. Je pouvais plus faire comme si je ne me posais pas ces questions. Donc la mort est devenue à partir de 2001 pour moi un sujet d'enquête prépondérant, non pas sur son aspect religieux, non pas sur son aspect philosophique, pas le religieux parce que je suis journaliste. Donc je voulais enquêter sur ce sujet en tant que journaliste. Qu'est-ce que je peux objectiver? Qu'est-ce qu'on sait sur la mort de façon certaine? Et les religions, pour moi, sont des espaces de rencontre très intimes, très puissants, qui peuvent proposer différents angles d'approche suivant les cultures et les espaces où on est né sur Terre. Mais pour moi, ça n'a pas l'objectivité du journaliste, ça n'a pas l'objectivité de la science. C'est vraiment quelque chose qui est d'un autre registre que celui de la science. Et moi, je voulais de la science. Et je voulais pas de la philosophie non plus, parce que je voulais, voilà, des choses qui soient pas simplement des constructions de l'esprit, pour soit me faire du bien, soit me faire me remettre en question. Je voulais pas me faire du bien, je cherchais pas une sorte de consolation. Je voulais avoir des réponses concrètes, objectives. Donc, avec mon petit bagage de journaliste, bah, j'ai commencé à aller voir des médecins, des scientifiques pour leur dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau? Quel est le lien entre le cerveau et la conscience? Sous-entendu, bah, pourquoi est-ce que quand le cerveau s'arrête, la conscience s'arrête? Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui continuent à avoir des expériences alors que leur cerveau marche plus? Et ça a été en fait ma porte d'entrée à ce sujet-là, il y a donc plus de 15 ans aujourd'hui. Alors, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a parfois une forme justement de perméabilité, je vais dire ce mot-là, même s'il est certainement pas très juste, vis-à-vis de l'invisible, et puis à la fois c'est totalement imperméable pour bon nombre de gens, même s'il y a énormément de gens qui vivent ces expériences, ça reste quand même à la fois un mystère et puis quelque chose de relativement hermétique. Qu'est-ce qui Parce qu'on vit, je pense, sur le mythe de la certitude.
Mhm. On a été éduqué depuis notre enfance avec l'idée que la science et le monde matériel dans lequel nous vivions avaient réponse à tout. Et que la science, en fait, était une espèce de monolithe de certitude qui nous expliquait tout sur tout. Les premiers développements de la physique quantique et l'évolution de la physique quantique, qui touche aujourd'hui même par les questions qu'elle pose à la biologie et à d'autres domaines de la science, nous montrent qu'en fait, ce que l'on prenait pour des certitudes sont en fait des hypothèses qui vacillent. La certitude qu'on connaît tout de l'univers et que si on va au plus profond de la matière, on va trouver les constituants ultimes de cette matière et que ça va expliquer par leur fonctionnement la nature de la réalité, bah, c'est précisément plus le cas. Quand on va au cœur de la matière et quand on va au plus petit, du plus petit, du plus petit, du dénominateur de la matière, on trouve plus de matière, on trouve rien. On trouve de la potentialité, on trouve des ondes, des choses qui sont à la fois des corps matériels et puis à d'autres moments qui sont des ondes. Donc, l'idée même de matière, l'idée même de réalité s'effondre et n'est remplacée par rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette espèce de mouvement de changement de paradigme, c'est-à-dire de remise en question de toute une certitude, mais qu'on n'a pas aujourd'hui encore développé une, une description de la réalité qui soit satisfaisante au regard de toutes ces anomalies que l'on observe autour de nous, en Mhm. physique, en biologie et dans d'autres domaines. Donc en fait, on est dans ce moment de transition où on observe un certain nombre de phénomènes incompréhensibles et totalement mystérieux, mais on n'a pas de modèle pour les expliquer. Donc, c'est, je pense, une sorte de réalité qui aujourd'hui transparaît dans notre société et qui laisse intuitivement à une grande majorité de personnes l'idée que voilà, on n'est pas certain de tout et que peut-être certaines questions qu'on jugeait complètement farfelues sont pas si farfelues que ça. Alors, dans ce moment d'ouverture et de transformation de la société, il y a évidemment des oppositions. Un des théoriciens de la physique quantique, Max Planck, disait que les nouvelles vérités scientifiques ne triomphent pas parce qu'elles sont justes, mais parce que leurs opposants finissent par mourir. C'est la nature humaine d'avoir des oppositions, des débats et des luttes sur toutes les questions ayant trait à la définition de la réalité. Mhm. Donc voilà, moi je ne m'étonne pas qu'il y ait des gens d'un côté qui croient à cette réalité de l'invisible, à cette réalité immatérielle, et puis d'autres qui n'y croient pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de sortir ce débat de l'espace de croyance dans lequel on le cantonne, pour essayer de montrer justement que la science elle-même questionne cette réalité. C'est des scientifiques eux-mêmes qui m'ont le plus bouleversé dans les questionnements qu'ils avaient sur la nature de la conscience. Quand des gens qui sont scientifiques, qui sont médecins ou chercheurs, me disent, bah en fait, je suis pas si sûr que ça soit le cerveau qui provoque la conscience, et que le cerveau est peut-être plutôt une sorte de détecteur de la conscience, mais pas du tout quelque chose qui le fabrique, bah, je trouve ça prodigieusement excitant. Allez, mais je trouve aussi, et je rencontre aussi plein d'autres médecins et d'autres chercheurs qui me disent, mais tout ça, ce sont des âneries, je n'y crois pas une seule seconde, etc. Ce qui est important, en fait, c'est de maintenir le débat ouvert. Oui. Et, et moi, la seule chose que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie d'être assez, comment dire, critique envers les gens eux, qui s'enferment dans des certitudes. Euh, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens que je rencontre qui sont dans l'ouverture, dans le questionnement, dans la remise en question de leurs idées préconçues. Mais j'ai toujours un peu de méfiance, quel que soit l'espace dans lequel je rencontre ces gens-là, pour ceux qui sont pétris de certitude. Soit ceux qui sont absolument certains qu'il n'y a aucune réalité au monde de l'invisible et que tout ça c'est juste des sornettes surnaturelles. Mais j'ai aussi autant de méfiance pour ceux qui ont une croyance aveugle dans tous ces phénomènes invisibles et qui croient à tout sans avoir le moindre discernement et le moindre esprit critique à son sujet. Oui. Alors justement, c'était une question pour une personne là qui nous écoute et qui se dit bah, comment savoir. Moi, j'ai vécu effectivement une expérience un peu particulière avec un défunt, un proche, et je ne sais pas en fait se discerner. Je ne sais pas forcément comment font les gens dans les témoignages de ton livre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, ce qui a été vécu devient une certitude et n'est plus je dirais, vu comme quelque chose, je suis fou, c'est une projection, est-ce que je suis schizophrène? J'imagine que c'est une évidence pour ces personnes-là, quand ils le vivent Pas, ou pas pas toujours? forcément, pas forcément. C'est-à-dire pour beaucoup, il y a du doute. Pour beaucoup, quelle que soit l'intensité de l'expérience, j'ai le cas d'une jeune fille qui a vu son compagnon lui apparaître en pleine journée alors qu'elle était en train de faire la cuisine. Elle a été bouleversée et assez terrifiée d'ailleurs même par cette apparition. Et malgré tout,
voilà, malgré l'évidence de cette expérience, cette Stéphanie s'est posé des questions pendant les semaines et les mois qui ont suivi en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a une part d'elle qui est absolument certaine d'avoir observé quelque chose de concret qui était dans la pièce, et puis une autre part d'elle qui est nourrie en fait par tout ce que notre société lui a inculqué depuis son enfance, qui est de se dire c'est pas possible, c'est forcément dans ma tête, il doit y avoir quelque chose qui explique ça rationnellement. Et en fait, j'ai écrit ce livre pour ça. J'ai écrit ce livre notamment parce que un autre témoin, une maman qui a perdu son fils dans des circonstances absolument dramatiques, a vécu quelques jours après le départ de son fils prématuré, prématuré, le départ prématuré de son fils, pardon. Oui. Elle a vécu une expérience où, dans la nuit, elle a vu son visage lui apparaître et elle a eu comme une espèce de contact tactile, une sorte de câlin avec ce fils. Ça a été une expérience très bouleversante qui a provoqué un peu d'apaisement dans la douleur déchirante que cette maman traversait, oui. Mais qui, dès le lendemain et les jours suivants, a généré un énorme questionnement et énormément de doutes. Et j'ai écrit ce livre presque pour cette maman, parce que cette maman, elle est toute seule. Elle peut pas en parler à son entourage, ni à son conjoint, qui est lui-même traversé d'une douleur terrifiante, et la douleur les sépare. Et je pense pas qu'on puisse acquérir de certitude définitive. Il y a pas un scientifique ou quelqu'un qui va venir et qui va vous dire « je vais vous prouver que ce que vous avez vécu est réel ». Et j'ai envie de dire, si quelqu'un arrive et fait ça, méfiez-vous-en. Parce que je pense que ces expériences nous transforment avec le temps. Ces expériences nous enseignent avec le temps. Elles nous proposent peut-être d'entrer sur un chemin d'apaisement, mais il va falloir beaucoup de temps pour ça. Elles ne règlent absolument pas la douleur par un coup de baguette magique comme par enchantement. La principale chose importante à mes yeux, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir lire des livres, de pouvoir lire d'autres témoignages. C'est pour ça que voilà, je remercierai jamais assez les dizaines de témoins qui ont accepté de livrer leurs histoires toutes plus incroyables les unes que les autres dans ce livre après, parce que leur parole, elle va rassurer d'autres personnes. J'ai eu, pas plus tard qu'hier, le coup de fil d'une maman qui a perdu sa fille dans un attentat, il y a peu de temps, en France. Cette maman a lu ce livre et m'a dit « Waouh, merci, parce que j'ai vécu avec ma fille exactement ce que vous racontez dans ce bouquin-là. 48 heures après son décès, elle est venue me faire un câlin, elle est venue me toucher l'épaule et c'était indiscutablement elle. Voilà. Et des gens comme ça, c'est ce que tu disais au tout début en soulignant ce que j'écris dans le livre. C'est pas une personne par-ci par-là. C'est des centaines de milliers de gens, rien qu'en France. Des centaines de milliers de gens qui sont laissés à leur solitude, laissés à leur détresse, pour des raisons stupides, des raisons qui ne sont pas rationnelles. On voudrait dire oui, mais c'est parce qu'elles souffrent, donc il faut les prémunir de la souffrance, il faut les ramener dans la réalité. Mais allez voir un psychiatre. Jamais un psychiatre ne vous dira que une personne qui vous raconte une expérience bouleversante après le décès de quelqu'un, il faut systématiquement la ramener dans la réalité. Ça veut dire quoi, la ramener dans la réalité? Les psychiatres sont pas là pour ramener les gens dans la réalité. Les psychiatres sont là pour aider les gens à apaiser leur souffrance. Donc si cette expérience-là, devant laquelle on ne peut pas se prononcer sur la nature ou pas de cette réalité, si on fait un travail d'accompagnement et on s'aperçoit que cette expérience peut peut-être faire baisser un peu le niveau d'intensité de la souffrance, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut libérer cette parole, permettre que cette expérience soit exprimée dans un cercle familial, amical et éventuellement avec des gens qui font profession d'accompagner les gens en deuil. Et c'est un peu pour ça que je milite. On vit dans une société qui est un peu stupide et qui prend sa stupidité pour de la raison et de la rationalité. Moi, j'essaye de démontrer que non, la vraie rationalité, c'est au contraire d'écouter l'extraordinaire, d'écouter ce qui sort de l'ordinaire et qui peut parfois apporter une aide colossale dans notre existence dans des moments d'épreuve si douloureux que sont la mort d'un proche. Toi qui est là, on parle effectivement de ceux qui restent, des vivants et ceux qui ont à faire leur deuil. De l'autre côté, on va dire les âmes qui cherchent à rentrer en contact avec les personnes vivantes. En fait, d'après ce que tu as pu observer et tous les cas que tu as pu recenser, et puis certainement tant d'autres, qu'est-ce qu'elles cherchent en fait à travers cette communication à rassurer les personnes qui restent? Dans le cas des câlins, effectivement, ça paraît assez net. Pourquoi est-ce que certaines peuvent dialoguer, pas d'autres? Est-ce que tu as pu avoir des réponses sur ces aspects-là?
Alors, ce qui ressort de façon la plus fréquente, c'est le besoin de rassurer. Mais ça me paraît tellement logique. Imagine que là, tout d'un coup, alors qu'on est en train de faire cet entretien, on meurt tous les deux. Quel va être notre premier désir? D'aller rassurer les gens qu'on aime, leur dire, en fait, ça va. Je suis mort de façon un peu brutale, bizarre, mais tout va bien. Tout va bien. Et effectivement, l'immense majorité des signes, des messages, des communications qui sont captées par ces gens qui restent, c'est des messages où le défunt essaie de se montrer sous un jour apaisé, avec un visage calme, un visage serein. Éventuellement, s'il y parvient à donner quelques paroles de réconfort aussi, ça va, tout va bien, en fait. Je comprends pas trop ce qui se passe, je suis mort, mais ça va, vous inquiétez pas. Est-ce que tu crois que ça, on peut le faire en tant qu'âme si on a eu une vie apaisée, par exemple? Je sais que dans ton livre, tu évoques le cas de suicide de cette femme qui dit moi, mon conjoint me manque terriblement depuis une 50aine d'années, je crois, mais en même temps, je suis croyante et je n'ai pas envie de me suicider parce que je sais que je ne réglerai pas le problème. Enfin, je caricature un peu, mais est-ce que effectivement, ceux qui s'adressent à nous sont déjà des êtres plus apaisés? Tu as le sentiment? Alors, ça dépend. Effectivement, il y a la question, et notamment la question que m'avait posée une maman dont le fils était mort dans un attentat, c'était de savoir si le fait de mourir dans des circonstances violentes, voire brutales, un attentat, un accident, a un incidence sur le parcours après la mort. Souvent, les médiums disent que si la mort est très brutale, très inattendue, effectivement, on va pouvoir peut-être mettre un petit peu de temps avant de réaliser ce qui vient de se passer. Il y a aussi le cas de Marie, dont le papa est mort d'un infarctus alors qu'il était en train de s'occuper de son cheval. Et Marie, la nuit qui suit, alors qu'elle est dans la maison de ses parents et qu'elle se réveille et qu'elle va chercher un verre d'eau, dans la cuisine, elle rencontre son père qui lui dit « Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi ». Manifestement, le papa qui vient de décéder comprend pas trop ce qui lui arrive et cherche de l'aide et s'adresse notamment à sa fille de cette manière-là. Mais moi, j'y vois pas quelque chose de forcément terrible. Souvent, ce genre d'image on va le relier aux films qu'on a vus, les films américains avec des fantômes, avec des gens perdus, des âmes errantes ou je ne sais quoi. Voilà, je pense que ce papa, il est décédé de façon totalement brutale et inattendue. Et effectivement, pendant les quelques temps qu'on suivit son décès, il devait être un peu dans un état de confusion. Comme d'ailleurs, je le raconte dans mon cas personnel avec la mort de mon père, qui lui est mort à l'hôpital, mais j'ai aussi perçu un certain nombre de confusions dans les jours qui ont suivi. Et cette confusion, elle est normale. Imaginez que vous partiez en voyage sans y avoir été préparé, que vous débarquez, vous êtes français, vous avez vécu toute votre vie en France, et vous débarquez du jour au lendemain au milieu de la forêt malaisienne, au contact de Punan, au fin fond de Bornéo, je ne sais où. Vous allez avoir un petit temps d'adaptation. C'est pas terrible. Ça peut se passer, ce temps-là. Et ce qu'a fait Marie, la fille de ce monsieur mort d'un infarctus, c'est qu'elle s'est sentie qu'il fallait qu'elle lui parle, qu'elle prie. Ça ne veut pas forcément dire réciter des prières et un dogme bien précis. C'était juste adresser à son papa de la pensée d'amour, essayer de le rassurer. Ce que j'ai d'ailleurs fait, ce que je raconte dans le livre aussi pour mon propre père, simplement lui dire voilà ce qui se passe. Tu viens de mourir. C'est un peu bouleversant pour tout le monde, mais t'inquiète pas, il y a forcément de l'aide de l'autre côté qui va apparaître. Et ça aussi, c'est un élément qui est important. C'est ce que dit une des médiums, parce que j'ai quand même, après le test, je voulais quand même qu'il y ait aussi des médiums qui puissent nous donner un peu leur point de vue dans ce livre, Après. Donc j'ai demandé à notamment une médium canadienne qui s'appelle Sylvie Ouellet, qui est assez incroyable, de me donner sa lecture, elle, de ce qui se passe après la vie. Et Sylvie confirme des choses que j'ai vues par ailleurs dans plein d'autres récits, c'est que au même titre quand on est sur cette terre, on est entouré d'un personnel soignant, on est à l'hôpital et on est pris en charge tout de suite. Ça se passe exactement de la même façon quand on meurt. On est accueilli, il y a du monde qui est là. Est-ce que ce sont nos ancêtres? Est-ce que ce sont des proches défunts qui sont déjà partis? Est-ce que ce sont d'autres êtres qu'on n'a jamais croisés sur cette planète? J'en sais rien. Mais on est entouré et on est accueilli. Et ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment des témoignages. C'est-à-dire que il y a dans l'ensemble de ces histoires, c'est beaucoup de belles histoires quand même, beaucoup de belles histoires. Et moi, je trouve ces témoignages assez rassurants
sur la façon dont se dessine l'au-delà, Oui, qui va tous nous accueillir un jour ou l'autre. c'est ça. Et quand tu dis ça, je pense à ce livre d'Eben Alexander, La preuve du paradis, où effectivement il rencontre sa sœur biologique qu'il n'a pas connue dans la vraie vie et qu'il accueille. Et toutes effectivement les témoignages d'expériences de mort imminente relatent cet accueil d'une manière ou d'une autre, qui est plutôt rassurant de savoir qu'on ne sera pas forcément seul à ce moment-là. Est-ce que tu as une vision justement? Est-ce que tu peux nous dessiner un peu cette vision justement de l'après-vie? Comment ça se passe? Dans quel état on est et quel est, d'après les témoignages en fait, et donc ces âmes qui témoignent, hein, qui témoignent à ces vivants en fait qui vivent. Est-ce qu'on peut dessiner un peu quelque chose? Bah, le seul élément qui me semble assez certain, c'est que la vie continue, l'évolution continue, l'apprentissage continue, et que voilà, la personne que l'on a été de notre vivant sur cette terre va continuer son évolution avec le bagage qui est le sien, avec les outils qui est le sien, et avec éventuellement peut-être aussi les paramètres psychologiques sur lesquels on n'aura pas eu le courage ou le temps ou l'opportunité de se pencher. C'est-à-dire que si on n'a pas désiré affronter certaines grandes questions, bah ces questions vont nous accompagner dans l'au-delà. Et il va peut-être être nécessaire de revenir une nouvelle fois. Alors là, on part assez loin sur l'idée de la réincarnation. Ça me parle. Là, j'ai aucune certitude de journalistique. C'est plus une sorte d'intuition qui est nourrie de ces années de fréquentation de témoins, de recherche et d'interrogation et de lecture. Voilà, j'ai le sentiment que notre vie dépasse très largement le cadre de notre existence terrestre. On a commencé à vivre il y a bien longtemps avant que l'on s'incarne dans le corps que l'on occupe aujourd'hui, et on va continuer notre existence bien après. Mais cette notion d'individu auquel on est si attaché, c'est elle qui se désagrège. C'est elle qui n'est pas si importante que ça, en fait. Parce que mon père en mourant, mon frère en mourant, tous les défunts qui s'adressent à leurs proches dans ce livre-là, ils sont passés de l'autre côté. Leur corps a cessé de vivre. Il se désagrège, il redevient poussière, comme disent les textes. Qu'est-ce qui reste? Il reste leur âme. Il reste cette essence d'eux-mêmes qui était à l'intérieur d'un corps, mais qui n'est pas réductible à ce corps. Donc, on redevient quelque chose de plus vaste que celui qu'on a été sur Terre. Et c'est ce qui explique aussi peut-être parfois que ces contacts ne durent qu'un temps, comme s'il était nécessaire pour les gens qui nous ont été proches et qui sont partis, de continuer leur évolution et parfois de s'éloigner. Oui. Moi, je ne vois pas dans l'éloignement une rupture du lien. Je vois dans l'éloignement la nécessité peut-être de poursuivre pour eux une certaine évolution. Et je pense que le véritable amour, c'est de parvenir à laisser partir. Oui, on pourrait parler même d'ascension, de laisser ascensionner peut-être d'un étage au-dessus, si ce mot n'est pas trop connoté religieusement. Tu dis dans ton livre, Pierre Teilhard de Chardin, qui relevait « L'homme est un être spirituel faisant une expérience humaine ». Donc on est vraiment dans cette vastitude dont tu parles, effectivement, vu sous cet angle, qui est, je trouve, extrêmement réjouissant finalement. C'est que la vie a un sens. Moi, la chose qui m'a le plus interrogé après la mort de mon frère, c'était, et puis qui me torturait même avant, depuis mon adolescence et même mon enfance, c'était que je voulais comprendre le sens de l'existence. Je voulais comprendre s'il y en avait un. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir été catapulté dans un monde absolument absurde. Et puis j'ai fait du reportage de guerre, je suis parti très très tôt sur le terrain, donc j'ai très très tôt vu par l'absurdité de ce monde, les guerres, les gens qui se tuent, et ça n'a fait qu'accroître mon désir de comprendre qu'il y avait un sens. Mais peut-être parce que je le savais déjà, c'était inscrit en moi. Et la mort de mon frère, et puis le travail que j'ai engagé par la suite, et puis ce qui m'a le plus troublé, c'est d'être rejoint dans cette hypothèse-là par nombre de témoins, c'est de m'apercevoir que oui, ce monde a un sens, et que les épreuves que l'on traverse, la mort, la maladie, les choses qui nous arrivent au long de l'existence, que nous on prend aujourd'hui
pour des injustices, pour des choses terribles qui nous arrivent, sont au contraire le moyen de révéler le sens de cette existence. Ça m'a profondément troublé d'entendre des mamans, des femmes, des époux utiliser les mêmes mots que ceux que j'avais presque intuitivement développés en m'expliquant que pour telle femme, Carole par exemple, qui me livre un témoignage bouleversant, elle a perdu son papa alors qu'elle avait 12 ans et son mari alors qu'elle en était âgée d'une quarantaine d'années. Elle me décrit qu'en fait c'est la mort de son mari qui l'a connectée à la vie, qui lui a fait prendre conscience de la réalité et de la puissance de l'existence. Comme une mise en relief. Comment est-ce qu'on peut arriver à dire un truc pareil? Oui. Quel est le chemin intérieur, le chemin spirituel qui permet de faire de réaliser une telle chose? Et en fait, c'est ça que j'explique. Mais à travers les mots, en fait, je l'explique pas volontairement ni sciemment. Ça transpire à travers tous les témoignages de ce livre. C'est que notre existence a un sens. Le sens, les épreuves que l'on traverse ont un sens. On est là pour grandir. On est là pour évoluer. La vie est extraordinaire pour peu qu'on se la rende extraordinaire et que l'on voit tout ce qui nous arrive non plus comme des injustices mais des opportunités pour grandir. D'avoir entendu toutes ces personnes te témoigner, est-ce que ça t'a rendu plus vivant toi aujourd'hui? Ça c'est la première question et qui rejoint la deuxième qui est aujourd'hui as-tu peur de la mort, Stéphane? Alors ça me rend définitivement vivant. De m'interroger et de me questionner sans cesse sur la mort depuis plus de 15 ans ne fait que m'interroger sur la vie. Et si aujourd'hui ça s'inscrit dans mon existence, c'est dans mon incapacité aujourd'hui à laisser traîner des choses, à ne pas me confronter aux choses que je pressens, aux grandes questions, tu sais, on passe notre existence à faire des compromis. C'est le jeu de la réalité, c'est le jeu de ce monde, c'est le jeu de la vie en société. On fait des compromis dès la petite enfance. Il faut arrêter de jouer tout le temps et puis il faut aller à l'école. Bon, il faut faire le compromis de passer du temps à l'école. Et puis après, quand on s'engage dans la vie active, professionnelle, on n'a pas forcément le boulot qu'on voudrait à 100%. On l'a à 80%, à 70%. Bon, on fait un peu de compromis. Dans le couple, il faut faire des compromis. C'est pas se renier, c'est apprendre à vivre à deux aussi et à respecter l'identité de l'autre personne avec qui on traverse l'existence, pardon. Mais dans ces nécessités de compromis, il y a des seuils sur lesquels il faut être vigilant et qu'il ne faut pas franchir. Et ce que la confrontation à la mort m'a enseigné, c'est que rien ne justifie de faire trop de compromis. Rien ne justifie de se dire non mais là tout hurle en moi pour que je change de vie, que je change de métier, que je change quelque chose, mais je peux pas. Il y a trop de chômage, c'est pas raisonnable du tout. Quand tout hurle en nous, rien ne justifie qu'on ne s'écoute pas. Parce que sinon on va juste prendre le risque d'arriver à la fin de sa vie et de se dire ah zut, c'est ballot quand même. Si j'avais su, j'aurais pas pris ces décisions-là. Et pourtant, donc, en fait, c'est indéniable que certaines personnes aimeraient mais ne peuvent pas. Est-ce que il y a là, moi, je trouve aussi parfois un mystère dans l'évolution, c'est qu'on n'est pas forcément tous égaux dans la possibilité de faire sauter ces verrous, ces carcans, ces conditionnements, ces blessures, qu'elles soient actuelles, transgénérationnelles, karmiques, effectivement, pour ceux qui y croient, et qui, dans cette incarnation, ne peuvent pas forcément éviter les compromis. Est-ce qu'il faut aussi accueillir ça? C'est une question. Mais je pense que on est effectivement, tu as tout à fait raison de le souligner, on n'est tous pas logés à la même enseigne par rapport à ça. Mais je pense qu'on a tous les outils pour faire face aux challenges qui vont être ceux de notre existence. Est-ce qu'on les a choisis avant de naître? Ça, je sais pas. C'est une vision que certains expriment. Je sais pas si c'est ça, mais je suis par contre convaincu qu'on a les outils pour faire face à tout ce qu'on va rencontrer dans notre existence. Et ça veut pas dire qu'on doit tous tout envoyer bouler et traverser l'Atlantique à la voile. On n'est pas tous faits pour faire ça. Il y a des gens pour qui la sécurité d'un travail qui est partiellement satisfaisant va être beaucoup plus structurante que de s'engager complètement à l'aventure dans l'existence. Il faut pas confondre le désir de se faire plaisir
et la connexion avec son moi profond et l'écoute de son être profond. Oui, parce que écouter son être profond, ça ne veut pas dire nécessairement tout envoyer bouler et partir élever des chèvres au fin fond de l'Australie. Ça veut dire trouver où est son curseur de compromis, où est son curseur et le placer à la bonne échelle. Pour certains, ça va être de tout quitter, de tout partir, de changer radicalement d'existence parce qu'ils se sont engagés dans une voie qui était vraiment, vraiment pas la bonne. Et puis pour d'autres, ça va être simplement de faire des petits ajustements. Il n'y a pas de notion de jugement là-dessus, à mon sens. Et parfois, des petits ajustements vont demander beaucoup d'efforts, mais vont produire aussi beaucoup de transformations positives dans le parcours de la personne. Il n'y a pas de comment dirais-je, d'objectif commun à chacun. Il n'y a pas un modèle d'existence qui serait le modèle pour lequel on devrait tous s'engager. Chaque personne, encore une fois, je le redis, chaque personne a les outils qui lui permettent de faire face à ce à quoi il va être confronté dans l'existence. La seule nécessité, c'est de parvenir à savoir s'écouter, à trouver des moments de calme et à des moments où on peut se reconnecter à soi et se reconnecter à la personne en nous qui va être capable de nous aider, de nous faire voir clair dans la situation. Et pour ça, on peut tous le faire. Absolument. Il ne s'agit pas non plus d'aller méditer 10 heures par jour pendant 3 ans. On peut faire ça en méditant 15 minutes par jour et ça va tout à fait être éclairant et suffisamment éclairant. Oui. Alors pour finir, on arrive à la fin de l'enregistrement de ce podcast. Stéphane, pour terminer cette question, as-tu peur encore aujourd'hui de la mort ? On comprend que finalement, à travers ces livres, tu te prépares, comme tout être humain se prépare à la mort, mais peut-être toi plus qu'un autre à travers ça. Et donc, tu te prépares à vivre en apprenant à mourir finalement, peut-être. J'ai différents niveaux d'être, en fait, pour répondre à cette question. Il y a une partie de moi qui est presque impatiente de découvrir cette étape, parce que effectivement, je sais que ça se poursuit et je suis assez excité à l'idée de poursuivre mon existence après. Mais je suis aussi habité par des mémoires de peur, peut-être liées, tu l'as évoqué au début de notre entretien, à ce qui est peut-être ma vie d'avant, qui était une vie de soldat, de combat, de mort violente. Et je me sens encore dépositaire de traces de traumatismes liés à ces morts violentes. Et pour être tout à fait honnête avec toi, pour m'être confronté à ça à multiples reprises, j'ai aussi de l'appréhension. J'ai aussi l'appréhension de ce moment, parce que ce sont des émotions que je n'ai pas complètement guéries encore et que je vais tâcher de guérir dans les années à venir. Et voilà, tu as toute une vie encore pour guérir ces mémoires. Stéphane Alix, merci beaucoup pour cette passionnante conversation. C'est vraiment toujours un grand plaisir de t'écouter. Et je rappelle le titre de ton livre qui s'appelle Après, aux éditions Albin Michel et qui sous-titre Quand l'au-delà nous fait signe. Merci Stéphane. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.